Bonjour, vous regardez l'émission Période d'essai qui décrypte le monde du travail aux côtés de celles et ceux qui l'écrivent. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Diard, elle est professeure associée à TBS Éducation et à la TDRH pendant environ 15 ans. Elle est co-autrice de l'ouvrage Les mutations du travail entre continuité et rupture, regard croisé. Caroline, bonjour. Bonjour Jem. Alors, vous avez dirigé un ouvrage qui rassemble chercheurs et praticiens sur les transformations du travail. Est-ce que vous pouvez revenir sur les spécificités de ce travail collectif ? Effectivement, c'est un travail collectif. Donc, j'ai copiloté ce projet avec mes collègues Adèle Alaoui, qui est professeure à l'ISTEC, Dominique Baruel-Bencherki, qui est directrice de la recherche à l'ISTEC, et Rachid El-Karachi, qui est professeur à Marrakech. Nous avons eu l'idée en fait de ce projet, donc on a lancé un appel à contribution. Alors l'idée venait un petit peu des bouleversements que l'on observe dans nos différents terrains de recherche sur l'organisation du travail, sur la structuration des environnements de travail et également les questionnements qui sont relatifs au salariat, à l'intégration de l'intelligence artificielle, à l'hybridation. Donc nous avons lancé cet appel à contribution qui a rencontré un fort succès. Et nous avons eu un certain nombre de contributeurs qui ont collaboré à l'ouvrage dans différentes disciplines. Alors, on a la gestion des ressources humaines, on a des collègues en droit, on a des collègues en sociologie, en psychologie, en logistique. Donc, ce qui permet d'avoir une richesse de points de vue, d'où le titre « Regard croisé ». Et l'intérêt également, c'est que nous avons croisé les regards avec des collègues qui ne sont pas forcément enseignants en France, mais avec des collègues également étrangers. Donc ça permet d'avoir une approche multidimensionnelle et multiculturelle du sujet. Alors, l'ouvrage est très dense, mais j'ai choisi un extrait qui m'a marqué, dans lequel vous dites « Les mutations du travail ont abouti à de nouvelles formes de travail ». Télétravail, hybridation, entreprise en réseau, utilisation d'outils de travail collaboratif, qui tendent vers davantage de transversalité et de coopération. La transformation digitale signe l'avènement de l'entreprise postmoderne, mais ouvre le champ des possibles aux fraudeurs potentiels. Alors Caroline, en quoi est-ce que la transformation digitale ouvre la voie aux fraudeurs ? Alors effectivement, donc, vous avez retenu cette citation qui est un peu marquante d'un chapitre que j'ai coécrit avec Nicolas Dufour, qui est Risk Manager, également chercheur. C'est un chapitre sur l'hybridation et la fraude interne. On est parti d'un constat assez simple, Jem, qui est que cette transformation digitale, c'est-à-dire l'introduction de nouveaux outils dans les process de l'entreprise à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, que cette transformation des usages avec les nouvelles technologies ont transformé aussi les méthodes d'organisation du travail. Ça, c'est un premier constat. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi de l'entreprise postmoderne qui serait plus tournée vers la tribu, vers le collectif que vers l'individu. Et en réalité, ce collectif se réinvente, les méthodes changent, mais il y a aussi la distance qui est introduite là-dedans, avec une hybridation qui fait que le collaborateur va échapper au contrôle visuel de son manager. Et c'est à ce moment-là qu'on a un double problème. On a le problème de ne pas pouvoir voir ce qui se passe, donc ce qui en soi peut relever effectivement de l'autonomie et de la confiance, donc ce qui serait une bonne chose, un aspect positif. Et puis aussi on a un usage d'outils qui va se faire à la fois à domicile et également en mode nomade. Puisque comme vous le savez, l'hybridation, c'est un mélange, un mix du travail qui va s'effectuer finalement en tout lieu et parfois n'importe quand aussi. Donc il y a une forme de nomadisme qui fait que l'entreprise peut prendre un risque sur de la fuite de données, par exemple, sur des usages détournés de la technologie. Et c'est en cela, finalement, que l'hybridation et la transformation digitale peuvent ouvrir la voie à des fraudeurs potentiels qui pourraient être tentés de détourner des process, de détourner des documents, de faire de la fraude tout simplement parce qu'on ne les voit pas
et parce qu'ils ont entre les mains les outils pour le faire. Alors, il y a une approche qui est très originale dans l'ouvrage, qui est celle du salarié self-RH. Donc le salarié qui gère lui-même sa carrière et ses compétences, souvent via des plateformes. Est-ce qu'il faut y voir, Caroline, une conquête d'autonomie de la part des salariés, ou alors les entreprises qui profitent de l'occasion pour externaliser une part des responsabilités qui leur incombaient jusque-là? Alors, il y a 2 choses en fait. Dans l'hybridation, effectivement, le postulat, c'est une relation managériale basée sur autonomie, confiance, contrôle. Donc il y a vraiment, une part belle faite à l'autonomie et à la liberté en fait de l'individu au travail, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors le pendant de l'autonomie, c'est éventuellement l'isolement, mais aussi le salarié, self-RH. C'est-à-dire le salarié, qui doit s'approprier les outils, qui doit s'acculturer aux transformations et qui va être finalement le propre acteur de son employabilité. Alors ça va dans la mouvance du salarié acteur de son parcours professionnel, hein, ça va dans les réformes successives de la formation professionnelle continue, le CPF, etc., la VAE. Alors cette expression est empruntée d'un chapitre qui est également dans l'ouvrage, qui a été coécrit avec mes collègues Emmanuel Baudouin et Séverine Alopo. Alors c'est une expression que l'on a aussi développée dans un autre ouvrage sur la transformation digitale de la fonction RH. Alors c'est vraiment important ce salarié self-RH puisque finalement on responsabilise le salarié et il peut être acteur finalement de son avenir et j'irais même jusqu'à dire de son destin. Alors, est-ce que les conséquences pourraient être, à long terme, une disparition de la fonction RH? Alors, on a souvent annoncé la disparition probable, possible de la fonction RH. Ça fait un certain nombre d'années que je suis sortie d'une formation RH et à l'époque, on annonçait déjà la fin de la formation RH. Non, la formation RH s'est transformée. Elle a muté, la fonction RH a su s'adapter. Alors évidemment, dans cet ouvrage, on l'évoque, hein, la fonction RH, elle s'est transformée sur des aspects très stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qui étaient chronophages, qui étaient effectuées manuellement autrefois et avec la transformation digitale, on a dégagé du temps en fait pour les services RH. Moi, je pense que la fonction RH est l'avenir de l'entreprise et que cette fonction RH, finalement, elle est devenue stratégique, centrale. Alors souvent, c'est un peu décrié parce qu'on dit la fonction RH, c'est une fonction support, une fonction improductive, mais pas du tout, au contraire. Et je crois qu'on en a bien eu conscience pendant la crise sanitaire. Si les services RH n'avaient pas été là pendant la crise sanitaire, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Et on le saura, je l'espère, jamais. Vous soulignez l'émergence aussi de nouvelles fractures concernant alors, le télétravail et la question du numérique, mais on pourra aussi en évoquer d'autres. Comment est-ce qu'on évite que ces mutations n'élargissent des inégalités sociales existantes ou alors qu'elles en créent de nouvelles? Alors, l'hybridation a fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle également, sur la notion d'inégalité ou pas inégalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. On a regardé ça un peu avec un prisme biaisé pendant la crise sanitaire parce qu'effectivement, le télétravail, c'était peut-être source d'inégalité pour les femmes. En tout cas, c'est ce que les études institutionnelles ont montré. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, les ruptures qui sont faites dans l'organisation du travail, ce ne sont pas que des ruptures avec l'hybridation. Il y a aussi la flexibilité des modes d'organisation du travail. La semaine de 4 jours, par exemple. L'aménagement du temps de travail, le travail asynchrone, l'introduction de l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des ruptures. Également, parfois le recul du salariat avec l'ubérisation de certains secteurs. Ça, ce sont en fait des ruptures qui vont amener à réfléchir sur comment piloter les individus, qui ne sont pas que des collaborateurs, ça peut être aussi des micro-entrepreneurs, et comment éviter les inégalités, comment éviter l'exclusion. En réalité, l'hybridation peut aussi être un facteur d'inclusion et de réduction des inégalités.
si on sait accompagner les collaborateurs. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les outils numériques, il va forcément être marginalisé. Donc il faut l'accompagner, il faut le former, il faut développer ses compétences. Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut aussi réduire les inégalités qui pourraient être des inégalités liées à une situation inéquitable. Tout le monde ne peut pas télétravailler, par exemple. Tout le monde n'est pas en capacité de comprendre un process avec une intelligence artificielle. Donc il faut vraiment une volonté qui vient des entreprises, mais qui peut venir aussi du législateur, une volonté d'accompagner ces ruptures pour que ces ruptures ne soient en fait que des continuités et que le changement se passe plutôt en douceur. Vous avez évoqué la semaine de 4 jours. Qu'est-ce que vous avez constaté au cours de ce travail concernant la semaine de 4 jours qui, selon les rapports et les études qui en parlent et les retours d'expérience aussi, s'avère être très bénéfique à tous les points de vue? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'expériences positives sur la semaine de 4 jours. Mais il y a aussi des expériences qui sont plus négatives. La semaine de 4 jours, ça veut dire que le point positif, vous ne consommez pas d'énergie pendant les 3 jours où l'entreprise va être fermée. Ou alors, aspect négatif, vous avez un quartier où un jour par semaine, finalement, vous avez moins de collaborateurs qui vont aller déjeuner au restaurant, etc. Donc, dans l'hybridation, dans la semaine de 4 jours, qui sont des outils de flexibilité, qui sont des outils dans une boîte à outils RH, qui peuvent être mobilisés de façon complémentaire pour contenter finalement le plus grand nombre, il y a toujours des avantages et des inconvénients. La semaine de 4 jours, il peut y avoir aussi des journées forcément qui vont être plus importantes qu'une répartition sur 5 jours. Et on peut imaginer aussi à un moment donné une augmentation de problématiques de santé au travail. Alors, on va parler un peu du dialogue social et du management, mais d'abord sur le dialogue social, ce qui m'a un petit peu frappé à la lecture de l'ouvrage, c'est que ce dialogue social, il paraît toujours un petit peu en retard des mutations que vous évoquez. Pourquoi, à votre avis? Alors, c'est pas le dialogue social qui est tant en retard. Je pense que les sujets sont identifiés, ils sont débattus. Alors, le dialogue social, c'est une négociation. La négociation, c'est parfois sur le temps long et chacun va apporter ses arguments. Et pour que les arguments finalement convergent, parfois ça prend un peu plus de temps que ce qu'on espère. Donc, le dialogue social, on ne voit les résultats que quand finalement on est tombé d'accord sur le contenu d'un accord. Quand on a négocié rapidement des accords télétravail en sortie de confinement, parce que les syndicats représentatifs ont poussé dans ce sens-là, et parce qu'on a eu un accord national interprofessionnel fin 2020 qui est arrivé très très vite à la fin de l'année du confinement, de la crise sanitaire. Donc ça a poussé le dialogue social. Donc on a eu l'impression finalement que ce dialogue social à ce moment-là allait vite, et maintenant on a l'impression qu'on est plus au ralenti. Et pourtant, les syndicats se sont emparés des sujets. Les représentants du personnel dans les entreprises sont conscients des mutations du travail, des avantages, des inconvénients, des difficultés. Mais il faut aussi le temps pour que les partenaires finalement se rencontrent et se mettent d'accord. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire du dialogue social un levier d'adaptation? Alors, le dialogue social est forcément toujours un levier d'adaptation. Quand on regarde dans le rétroviseur, quand on a eu la réforme du temps de travail avec les 35 heures, le dialogue social a été au cœur des préoccupations RH. Moi, j'étais à la manœuvre à ce moment-là. Donc, effectivement, le dialogue social a permis d'avancer dans ce sens-là parce qu'il y avait énormément de sujets de discorde et de points sur lesquels il fallait s'accorder. Aujourd'hui, le dialogue social, il va sur l'intelligence artificielle. Il y a des accords, notamment sur la GEPP, où on intègre désormais l'intelligence artificielle. Donc ça commence à arriver. Je trouve que ça arrive quand même assez vite finalement, puisqu'on est sur une technologie qui est relativement récente et on a déjà des accords qui sont signés. Donc ça veut dire qu'on très vite, on a pris la mesure du dialogue social et on voit très bien que dans certaines entreprises, le dialogue social, par la voie d'accords ou même simplement de chartes dans les entreprises,
ça fait bouger les lignes. Donc le dialogue social est indispensable en France. Et qu'en est-il du management qui lui aussi, dans l'ouvrage, paraît un petit peu bousculé? À ce niveau-là, quel est votre constat? Alors effectivement, la relation managériale a complètement changé depuis la crise sanitaire. Il y a eu un gros point de bascule. Alors il y a eu la quête de sens des collaborateurs, des managers intermédiaires qui peut-être se sont sentis marginalisés pendant le confinement et se sont posé des questions de positionnement. Mais plus que jamais, on a besoin des managers pour faire le lien. Ils sont aussi des accompagnateurs du changement. Donc c'est important aussi de comprendre qu'ils vont être le relais des idées nouvelles et de la continuité justement de l'organisation du travail. Caroline, la transition est toute faite. J'allais vous interroger, puisque le livre s'intitule « Les mutations du travail entre continuité et rupture ». Alors, quelles sont les continuités que vous évoquez et qui passent souvent derrière les discours plus vendeurs sur la rupture? Alors les continuités, bon, c'est assez simple finalement. On pourrait faire le parallèle avec la notion de plan de continuité. Depuis la crise sanitaire, on a suivi ces plans de continuité parce qu'on a été dans l'urgence et en réalité, l'activité économique a continué. Alors ça a été effectivement supporté par le gouvernement, il y a eu beaucoup d'aides, mais il y a eu aussi une volonté très forte dans les entreprises, avec les managers, avec les collaborateurs, de continuer l'activité et de s'inscrire dans une pérennité. Ce qui ne veut pas dire forcément une pérennité des pratiques. Certaines pratiques ont évolué, mais toujours dans une continuité de se dire on va pérenniser l'activité, on va rester performant, on va se développer et on va accepter le changement et s'approprier de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et de nouveaux usages. Alors, ces pratiques que vous évoquez, est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Alors les pratiques, elles sont très diverses. Ça va de pratiques managériales où aujourd'hui, finalement, on a intégré dans les valeurs, dans la culture d'entreprise, ça fait même partie de la marque employeur et on en parle aussi sur les étapes de l'expérience collaborateur. On a intégré finalement le management à distance. Donc ça, c'est relativement nouveau. Avant le premier confinement, on avait évidemment déjà du télétravail, mais c'était à la marge. Et les équipes dispersées étaient des équipes souvent dans des entreprises où on fonctionnait en réseau. Aujourd'hui, les équipes dispersées, il y en a partout. Donc ça, c'est vraiment la grosse étape qui a été franchie par les managers. Au niveau de la transformation digitale, on a fait beaucoup évoluer les process. On a supprimer certaines tâches chronophages et là, de plus en plus, on intègre l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a pas que la fonction RH qui intègre l'intelligence artificielle, toutes les fonctions sont concernées et ça fait partie des ruptures, mais qui sont des ruptures dans une stratégie de continuité d'activité en réalité. D'où le titre. Alors justement, vous avez été DRH. Qu'est-ce que le fait d'avoir exercé cette fonction vous a apporté dans vos travaux et dans votre enseignement? Alors, dans mes travaux, ça m'a parfois inspiré sur des thèmes qui sont peu explorés. Alors, j'ai travaillé récemment sur la problématique du risque collaborateur clé. Alors, l'idée ne m'est pas venue d'un seul coup. L'idée m'est venue par rapport à une prise de recul que j'ai eue sur des dossiers que j'ai eu à gérer, sur des pratiques. Donc, c'est vrai que ça nourrit beaucoup la genèse de la recherche. Après, la recherche, elle se fait toujours sur un terrain qui est un terrain actuel, mais en tout cas, ça donne des idées. Et effectivement, ça nourrit aussi la pédagogie, puisque ça permet de donner des exemples concrets aux étudiants. Alors, la recherche aussi nourrit la pédagogie dans la mesure où ce qui se passe sur le terrain, on peut aussi le commenter auprès des étudiants et ça reste très vivant. Alors, vous êtes aussi co-autrice de l'ouvrage « Le risque collaborateur clé » avec Nicolas Dufour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce risque collaborateur clé? Quel est-il? Qui sont les collaborateurs clés avant tout? Alors, je pense qu'on peut faire la transition finalement entre nos deux sujets. Alors, le collaborateur clé, c'est celui qui, s'il quitte l'entreprise,
quelle qu'en soit la cause, démission, licenciement, décès, longue maladie, il quitte l'entreprise et la pérennité, la continuité de l'entreprise est mise en danger. C'est ça un collaborateur clé. Alors un collaborateur clé peut être un homme ou une femme, ça peut être dans tout type d'activité et à tout niveau de poste. On a souvent l'image du collaborateur clé qui est le PDG. En réalité, un collaborateur clé, ça peut être un ouvrier spécialisé, ça peut être un chercheur, ça peut être un directeur commercial. On a mis toutes sortes d'exemples dans l'ouvrage et ça permet bien de comprendre que finalement, même si personne ne va être indispensable, à un moment donné, il peut y avoir des points de blocage quand un homme clé va quitter l'entreprise. Et c'est ce qu'on a rapporté dans l'ouvrage. Et alors, justement, qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'une organisation quand un collaborateur clé vient à partir ou malheureusement à disparaître, parce que ce sont des situations qui arrivent aussi. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'échelle d'une organisation? Quels sont vos bons conseils? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une période de turbulence qui est la turbulence organisationnelle, c'est-à-dire que le collaborateur clé, il avait une fonction, donc il avait des missions. Donc ces missions, il faut avoir organisé des backups ou avoir des process pour continuer. Sinon, il y a un petit trou d'air, comme on dit. Et puis, il y a aussi le choc psychologique. Si un homme clé, par exemple, est licencié d'un seul coup ou s'il est amené à décéder, moi j'ai vécu le décès de mon PDG. Donc évidemment, il y a aussi le choc psychologique qu'il faut savoir gérer et se dire que finalement, on va continuer ensemble et qu'il faut absolument que les choses continuent dans le même sens. Donc, les conseils qu'on a donnés, alors déjà, il existe des assurances collaborateurs clés, mais une assurance, ça ne fait pas tout. Une assurance, ça va réparer finalement un préjudice financier. Il faut absolument avoir des backups. Il faut que tous les process soient écrits. Et surtout, première chose, vraiment la base, c'est identifier les collaborateurs clés. Moi, j'ai vu des entreprises qui avaient imaginé peut-être que certains avaient du potentiel, mais qu'ils n'étaient pas forcément identifiés comme hommes clés, et le moment venu, qui se sont retrouvés en difficulté, notamment sur des projets scientifiques. Donc il y a peut-être des collaborateurs ou collaboratrices au sein d'entreprises qui, sans le savoir, sont des collaborateurs clés. C'est ça. Et est-ce qu'on peut imaginer de s'auto-détecter comme collaborateur clé? Alors, on peut toujours imaginer s'auto-détecter. Alors, est-ce que ça serait un excès d'ego? Je ne sais pas. Effectivement, à un moment donné, il y a des collaborateurs, des salariés qui savent que leur présence est indispensable sur certains process, etc. Ils vont peut-être aussi l'utiliser comme levier pour avoir des formations ou une rémunération plus attractive. Ce qui est aussi le jeu de la gestion des collaborateurs clés, c'est-à-dire qu'un service RH qui va identifier des collaborateurs clés, il est censé proposer des packages qui sont spécifiques. Et alors, vous avez touché un petit peu à la question de la succession de ces collaborateurs clés. Loin de tout ce qu'on peut voir, par exemple, dans les séries, je pense à la série Succession, mais là, est-ce que on ne se dit pas que les entreprises ne sont pas assez préparées? On a pu le voir, par exemple, très récemment avec La Poste, où la succession a duré un certain temps. Est-ce que, selon vous, les entreprises sont prêtes, ou c'est encore quelque chose en France qu'on a du mal, en tout cas, à envisager avant que l'accident n'arrive, entre guillemets? Alors, c'est un sujet finalement qui est peu exploré en RH. Dans les formations RH, dans les services RH, c'est pas forcément un sujet qui est abordé. Notamment, on envisage rarement le décès d'un collaborateur. Et pourtant, ça peut survenir. Alors, c'est pas toujours dramatique, hein, le départ d'un collaborateur clé. Ça peut être quelqu'un qui claque la porte aussi du jour au lendemain. Bon, quel cas, c'est dramatique pour l'entreprise, mais il est toujours là. Donc, on est plus dans la détection des hauts potentiels. Donc, il y a les people review, on détecte parce qu'on fait la gestion des parcours professionnels, gestion des carrières, GEPP, etc. Tout ça, c'est fait correctement. Mais la notion de collaborateur clé, c'est vrai que ça peut échapper dans certaines entreprises. Alors, si on prend l'exemple de Total, le PDG, Christophe de la Clergerie, s'est tué dans un accident d'avion. Et pourtant,
l'entreprise existe toujours. Donc à un moment donné, il va y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de trou d'air, sans mauvais jeu de mots, et le cours de l'action va baisser, il va falloir rassurer les investisseurs, les actionnaires, rassurer les collaborateurs bien sûr, mais on peut très bien imaginer, alors j'ai pas enquêté dans l'entreprise, mais on peut très bien imaginer que les process étaient en place et qu'il y avait un plan de succession et un plan de continuité. Alors il y a des équipes entières dans certaines grosses structures qui travaillent sur des plans de continuité d'activité dans lesquels on va référencer des collaborateurs clés. Mais c'est vrai que dans une PME, c'est un peu plus compliqué. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Parmi tous les sujets qu'on a évoqués, et en période d'instabilité politique manifeste, quel est le sujet dont doivent s'emparer les entreprises et les politiques concernant le monde du travail, selon vous? Alors, je crois que le sujet qui, finalement, va mettre tout le monde d'accord, c'est de se dire qu'on est dans un monde très incertain, que la crise, elle est permanente et que, finalement, ce sont différents types de crises qui vont se succéder, politiques, économiques, sanitaires et cetera. On a du mal à voir si on va s'en sortir. Donc le vrai défi, finalement, c'est d'être à l'écoute de son environnement et de se dire qu'il y aura des événements de contexte auxquels on sera obligé de s'adapter. L'introduction d'une nouvelle technologie, c'est un événement contextuel. Un événement écologique, c'est un événement contextuel. Un Premier ministre qui démissionne, c'est un événement contextuel. Et il faut à ce moment-là être capable de se dire on va éviter la rupture et on va être dans la continuité. Nous sommes dans l'émission Période d'essai, on parle de livres. Caroline, est-ce que vous pouvez nous conseiller 3 ouvrages pour approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ensemble? Alors effectivement, je peux vous conseiller dans un premier temps l'excellent ouvrage de mon collègue belge Laurent Tasquin sur le télétravail, qui fait une recension finalement de nombreux travaux sur le télétravail, et c'est bien parce qu'on voit finalement qu'il y a différentes opinions, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et on voit que finalement, pour Laurent Tasquin, le télétravail, c'est un mode de vie, donc c'est une forme de... c'est plus une rupture, c'est une continuité, donc ça fait le lien. Alors, On a eu le plaisir de le recevoir, Laurent, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai qu'on a eu le plaisir de le recevoir. L'autre ouvrage que je peux peut-être présenter un peu en avant-première, alors c'est un ouvrage qui est déjà paru en fait, Transformation digitale de la fonction RH, piloté par Emmanuel Baudouin, aux éditions Duno, dont la deuxième édition va sortir en tout début 2026, donc avec le même principe, un travail de terrain et le regard des praticiens sur le sujet. Et un autre ouvrage qui a été piloté par Hakim Berkani et Sébastien Tran sur les problématiques de flexibilité, le travail asynchrone, et finalement qui a aussi regroupé différents regards, praticiens et chercheurs sur le sujet. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à mon invitation. Donc les mutations du travail entre continuité et rupture, regard croisé, c'est publié aux éditions Emma et aux éditions ESCA. Et vous pouvez retrouver aussi le risque collaborateur clé que vous avez coécrit avec Nicolas Dufour, qui est disponible aux éditions Guéresso. Caroline, merci beaucoup. Merci, Jem. Je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Période d'essai.